هبطت من العار وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف Des mots de minuit, bonsoir. Aujourd'hui avec nous Annie Ernaux, l'écrivain, pour 2 livres, L'événement, la vie extérieure, 1993-1999, presque un journal de la banlieue. Et Franck Ribot. Franck Ribot a un métier, il est ouvrier boucher et a une passion. C'est la littérature et nous avons eu l'occasion de nous connaître quand France Télévisions a décerné son prix du roman à Michel Desbordes pour La Demande. Vous étiez membre du jury et vous avez été un des membres de ce jury à avoir un argumentaire époustouflant sur ce livre. C'est la raison pour laquelle on vous a demandé de venir parler avec nous de votre métier et de votre passion. Dans la deuxième partie de cette émission, Été Niveau Portable, on parlera du festival Cinéma du Réel qui a lieu au Centre Pompidou. Annie Ernaux, vous êtes d'ailleurs membre du jury. Oui, je suis très heureuse. Nous parlerons également avec Jacques Thiéramette de Campagne, le dernier récit de Jean Rollin. Et nous évoquerons également pas mal la musique, avec notamment une formidable chanteuse qui s'appelle Dorothy Dandridge. Annie Ernaux, on va retrouver tout de suite votre style. Je vais prendre un extrait de L'événement qui sort le 14 mars chez Gallimard. Elle m'a dit de revenir le mercredi suivant, seul jour où elle pouvait rapporter un spéculum de la clinique où elle travaillait. Elle me poserait une sonde sans rien d'autre, ni eau savonneuse, ni eau de javel. Elle m'a confirmé son tarif, 400 francs en liquide. Elle prenait les choses en main avec détermination. Sans familiarité, elle ne tutoyait pas, et discrète, elle ne posait aucune question. Elle allait à l'essentiel. Date des dernières règles, prix, technique utilisée. Cette matérialité pure avait quelque chose d'étrange et de rassurant, ni sentiment, ni morale. Par expérience, Madame P.R. savait certainement qu'un discours limité aux détails pratiques évitait les larmes et les épanchements qui font perdre du temps ou changer d'avis. On est dans le thème de ce livre et en même temps, on est dans votre façon d'écrire. Je crois que je ne peux pas écrire autrement, c'est-à-dire ce qui compte pour moi, c'est de descendre au fond de la réalité, d'atteindre ce réel qui est si difficile en fait à atteindre par l'écriture. Et là, et bien entendu, c'est doublement peut-être éprouvant, puisque cette réalité, elle est énorme, elle est énigmatique aussi, c'est un avortement. Et cet avortement que j'ai subi lorsque j'avais 23 ans. Et donc j'ai essayé de descendre, de refaire le chemin en quelque sorte, de redescendre le temps à partir du moment où je suis enceinte et je sais que je ne veux pas garder l'enfant et que je dois chercher une solution. Et donc l'écriture a été ce récit dans lequel je descends, qui est aussi une analyse, des arrêts sur image. Et c'était un peu descendre dans le noir, parce que bien des années après... Dans les expressions qui sont les vôtres, quand vous parlez de littérature ou de votre écriture, vous citez Kafka, qui dit que le livre soit la hache. Vous dites aussi que écrire, finalement, c'est faire en sorte que le regard des autres soit insupportable. Oui. Est-ce qu'il n'y a jamais, alors que vous écrivez depuis 1974, est-ce qu'il n'y a jamais d'adoucissement dans votre manière de vous battre avec les mots, parce que c'est un combat? Je ne sais pas ce que veut dire adoucissement. Un plaisir. Oui, c'est sans doute un plaisir quand même, mais c'est un plaisir d'être allé jusqu'au bout de quelque chose. Il y a, dans ce livre, très souvent l'expression revient, aller jusqu'au bout. Je voulais aller jusqu'au bout à cette époque-là, et dans l'écriture, je veux aller jusqu'au bout. Alors, aller jusqu'au bout, est-ce que dans l'écriture, ça veut dire utiliser de moins en moins de mots? Non, c'est utiliser les mots qui conviennent. Par rapport à vos premiers livres? Oui, c'est certain qu'au début, vous savez, quand on commence d'écrire, on ne sait pas quelle écriture vous viendra, comment on écrira. Et je suis partie
D'ailleurs, avec le même thème, c'était l'avortement dans mon premier livre, mais c'était le cadre du livre, ce n'était pas le sujet. Ça pouvait pas être le sujet. Et je suis partie, mais alors avec une écriture beaucoup plus luxuriante, violente, très violente, une sorte je transgressais tout dans ce premier livre. Et puis, peu à peu, l'écriture a changé pour moi de signification. D'abord, j'ai abandonné le roman complètement pour me consacrer à l'exploration de ce que j'ai vécu ou de ce que je vois ou l'exploration du réel en général. Donc c'est une toute autre démarche que l'écriture de fiction où on s'autorise beaucoup de... Vous refusez l'art, d'une certaine manière. Je ne peux pas dire que je refuse l'art. Je ne me pose même pas la question de savoir si je fais de l'art ou pas. La question, c'est d'arriver à dire une chose que je sens. Parce que je sens quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose là, qu'il faut que je le dise avec certains mots, avec une certaine aussi structure du livre. C'est-à-dire pas n'importe comment, pas partir comme ça. Je sais, il faut que j'atteigne ça et je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, mais c'est dur au-dedans de moi, c'est dur tous les jours d'écrire. Mais une fois que je serai au bout, eh bien, j'aurai fait quelque chose. J'aurai fait un objet. Et cet objet, c'est quand même de l'art, sans doute. Il me semble que je cherche toujours à écrire dans cette langue matérielle d'alors et non avec des mots et une syntaxe qui ne me sont pas venus, qui ne me seraient pas venus alors. Je ne connaîtrai jamais l'enchantement des métaphores, la jubilation du style. Oui, c'est vrai. Je ne connaîtrai jamais, je ne sais pas ce que c'est que la jubilation du style, de dire « Ah, ça c'est joli » ou « c'est beau ce que j'ai écrit ». La seule chose qui me vient, c'est « c'est juste » ou « c'est pas juste ». Et ça, je le sens aussi. Est-ce que c'est encore dangereux pour vous d'écrire et de publier, ce que vous aviez dit il y a quelques années? Oui, ce livre-là, l'événement, ça a été dangereux. Alors, on peut vous rassurer, en tout cas en ce qui nous concerne, on aime votre travail d'écrivain, même si par ailleurs vous êtes parfois contesté, puisque votre souffrance, votre famille peuvent apparaître à certains comme des fonds de commerce. Mais non, mais c'est aussi une perception. Enfin, c'est le regard insoutenable de l'autre, et l'autre peut dire ça aussi. La question sur cet avortement, vous racontez cette époque qui est la pire époque de ce combat et de cette libération-là pour les femmes. Aujourd'hui, vous le voyez, quand vous vous mettez à la tâche pour écrire, est-ce que c'est un souvenir ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez besoin, sans mauvais jeu de mots, de mettre hors de vous ? Comment est-ce que vous voyez Oui, à quoi sert le travail d'écriture? Est-ce que c'est l'exorcisme, vous voulez dire? Oui. Je pense que, si vous voulez, je considère... Enfin, pas forcément d'exorcisme. Est-ce que c'est un exorcisme ou une observation radicale? Je crois qu'il y a le désir de... Quelque chose a eu lieu, c'est ça. Quelque chose a eu lieu dans ma vie. Et cette chose-là, elle n'est pas... elle est là, comme une grosse pierre qui ne bouge pas. Et il faudrait que je lui donne sens, que je la fasse être autrement. Et c'est l'écriture qui peut le faire, ça. Et j'avais un sentiment, je le dis à la fin, j'avais un sentiment de culpabilité, non pas d'avoir avorté, mais de ne pas avoir écrit là-dessus, de ne pas être allé au bout de ce qui est une expérience, une épreuve, quelque chose qui appartient à l'histoire avec un grand H, parce que c'est l'histoire des femmes, qui appartient aussi à quelque chose d'indicible tout de même, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce qui s'est passé là et d'avoir vu ce qu'on ne doit pas voir, au fond, puisque j'ai vu ce que je ne m'attendais pas à voir, c'est-à-dire la vie et la mort en même temps. Donc ça, il fallait que je le dise, il fallait que je l'écrive. Vous l'aviez déjà évoqué précédemment? C'était juste, dans les armoires, évoqué seulement. Oui. J'établissais confusément un lien entre ma classe sociale d'origine et ce qui m'arrivait. Première à faire des études supérieures dans une famille d'ouvriers et de petits commerçants, j'avais échappé à l'usine et au comptoir, mais ni le bac ni la licence de lettres n'avaient réussi à détourner la fatalité de la transmission d'une pauvreté dont la fille enceinte était, au même titre que l'alcoolique, l'emblème. J'étais rattrapé par le cul et ce qui poussait en moi, c'était d'une certaine manière l'échec social.
Oui, ça, je Cette pense. surdétermination, hein, Oui, c'est la surdétermination. C'est-à-dire que c'est pas vécu seulement comme un gros ennui, un gros pépin qui arrive. C'est vécu aussi comme une fatalité. Une sorte de façon, parce que là, il était certain d'abord que je n'avais pas accès à tout, les choses parallèles qui permettaient de trouver un médecin qui accepte, ou d'aller en Suisse, puisque c'était possible aussi. Et que là, j'étais condamnée évidemment à ce qu'on appelait la faiseuse d'ange, mais aussi il y avait cet immense sentiment que j'étais en train de perdre toutes les chances. De perdre des chances, d'avoir fait des études. Oui, je le vivais sur ce mode de l'échec social. Et en plus, vous le vivez partout. L'interne vous maltraite. Oui, il aurait maltraité toutes les femmes. Toutes les femmes qui vous rencontrez des médecins qui sont... il y en a des plus ou moins bien. Un peu salauds et un peu irresponsables par rapport à un problème de société. On ne disait pas encore un problème de société, où on le cachait bien. Alors l'interne de nuit est passé, il est resté au fond de la chambre, il semblait gêné. J'ai cru qu'il avait honte de m'avoir maltraité dans la salle d'opération. J'étais embarrassé pour lui, je me trompais. Il avait seulement honte d'avoir, parce qu'il ne savait rien de moi, traité une étudiante de la fac de lettres comme une ouvrière du textile ou une vendeuse de Monoprix, ainsi que je l'ai découvert le soir même. Vous n'avez pas plus de confiance que ça dans les rapports humains ? Je ne raconte que ce dont j'ai été le témoin privilégié, ce qui m'est arrivé. Et il était très clair que sa gêne venait de ce qu'il m'avait cru, je le dis, une vendeuse de Monoprix. Et donc c'est ça qui est insupportable, qui est l'injustice suprême. C'est-à-dire que c'était ça qui était sa honte. Et non pas le fait de maltraiter. C'est la personne, oui. Et je crois que les hiérarchies sociales sont toujours à l'œuvre dans la société, de toute façon, que l'on traite. Bon, vous allez peut-être voir dans la vie extérieure, donc un endroit comme le bureau d'aide sociale où j'ai eu l'occasion d'aller, qui ne reçoit que des gens qui sont dans le plus extrême besoin, où on est traité comme des chiens. Absolument. À l'heure actuelle. C'était en 1999 plus exactement. Alors, on va y venir dans une seconde. Je voulais évoquer un personnage parce que dans cette comment dirais-je, dans cette horreur qui est la vôtre à l'époque, vous avez des opportunités de réconfort parce que d'autres souffrent autant que vous. Par exemple, ceci. Dominique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique s'en allait. Je vous sens ému? Oui, énormément. C'est une chanson de cette époque qui était un succès formidable. Et un jour, je cherchais un médecin, comme ça, je suis partie au hasard, chercher un médecin dans un quartier un peu zone, comme je dis, de Rouen à l'époque. Et j'avais dans la tête cette chanson de Sœur Sourire. Absolument. Et plus tard, j'ai appris que Sœur Sourire, eh bien, elle était tombée dans une terrible déréliction. Elle buvait, elle avait quitté son ordre plus ou moins et elle s'est suicidée aussi. Ça, je l'ignorais, je l'ai appris plus tard. Et de savoir, quand j'ai appris cela, j'avais l'impression que quand moi j'étais tellement, je veux dire, perdue, j'étais une fille perdue qui cherche une solution, elle m'avait aidée. Et elle ne savait pas à l'époque, elle était à l'époque de son succès. Et elle, à son tour, elle basculerait. Et c'est cette espèce de, je dis à un moment qu'il y a comme ça des femmes qu'on ne connaît pas et qui vous aident sans le savoir. Nous avions été unis par une déréliction simplement décalée dans le temps. Et cet après-midi-là, j'avais dû mon courage de vivre à la chanson d'une femme qui plus tard se perdrait jusqu'à en mourir. J'ai violemment espéré qu'elle ait tout de même été un peu heureuse et que les soirs de whisky, connaissant maintenant le sens du mot, elle ait pensé que les bonnes sœurs, finalement, elle les avait bien niquées.
Alors ça, c'est aussi... Enfin, vous êtes drôle quand même, parce qu'il n'y a pas que cette pesanteur. C'est vrai que... Non, je crois. Alors, on passe à la vie extérieure, qui est... Pourquoi est-ce que vous publiez 2 livres en même temps? Alors, il y en a un qui est un regard sur vous, un travail presque sociologique sur votre moi, même si vous n'êtes pas baigné de psychanalyse, et puis un regard sur les autres. Et la vie extérieure, c'est la suite de votre journal, 1993-1999, et enfin, vous m'avez fait éclater de rire, parce que vous dites ceci le 12 juillet, je ne sais plus de quelle année, vous dites: à la boulangerie-pâtisserie des Trois Fontaines, la vendeuse arrive des cuisines avec une grille de gâteaux, seule sa main droite est gantée de caoutchouc, elle pose la grille et commence à disposer les gâteaux dans la vitrine avec la main gantée, et l'autre qui ne l'est pas. Je me suis demandé si c'était celle-là qu'elle s'était mise dans le cul. C'est drôle. Oui, peut-être, je ne sais pas. J'aime bien vous voir rire, ça fait plaisir de vous voir rire. Oui, c'est comme ça que je me suis formulé la question. Ensuite, je me suis dit, mais effectivement, on peut se la formuler de cette façon-là ou d'une autre façon. Et vous n'avez pas choisi l'autre façon? Non, je n'ai pas choisi l'autre. Et donc là, vous êtes dans une logique qui est une logique de l'observation. Alors, en même temps, c'est effectivement une œuvre, puisque c'est un travail continu. Et vous observez la banlieue, là où vous travaillez, là où vous êtes enseignante. C'est pas vraiment la banlieue, je tiens à préciser. C'est une ville nouvelle. Oui, c'est Cergy. Oui, c'est Cergy. Les villes nouvelles n'appartiennent pas à la banlieue. Elles sont incluses elles sont plus loin, de toute façon, de ce qu'on appelle la banlieue de Paris. Et elles sont construites selon un projet. Et elles ont une spécificité très grande. C'est d'abord, elles forment une ville entièrement nouvelle, ce qui est quand même quelque chose de fabuleux. Elles n'ont pas plus de 20 ans, 25 ans. Et voilà, donc je tiens à faire cette distinction pour, vous avez raison. Pour préciser. Excusez-moi. Le 3 août, vous notez ceci. Alors, je vais retrouver l'année, je ne l'ai pas noté, excusez-moi. C'est le 3 août 1993, je présume. Voilà. Vous notez ceci. Donc toujours cette obsession, cette surdétermination dont on parlait tout à l'heure, et presque ce manichéisme entre riches et pauvres, enfin une société qui serait condamnée à cette alternative, à une caisse lente d'un magasin que je ne cite pas, sinon on va me mettre un bip dessus, une jeune mère avec sa petite fille. Elle commente à voix haute les actes de l'enfant: ne traîne pas, tu essuies tout le sol avec ta robe, la gronde, reste ici, lui décrit l'avenir immédiat, on va faire chauffer de l'eau pour la vaisselle en rentrant. Tu sais qu'il n'y avait pas d'eau chaude ce matin, maman a dû prendre une douche froide, etc. La petite écoute à peine, répète: douche froide sans conviction, comme si elle savait que sa mère parle ici pour la galerie. Derrière elle, un groupe d'une mère et d'adolescents posés, rire retenu, gestes mesurés. Impossible d'entendre ce qu'ils disent. Les courses sont regroupées avec ordre sur le plateau. Beaux cahiers, objets scolaires estampillés chevignons, produits de base, lait, UHT, yaourt, Nutella, pâtes, ni légumes ni viande, sans doute achetés dans les commerces spécialisés. Une famille bourgeoise qui n'a pas besoin de se faire remarquer et qui tire sa puissance de son invisibilité même. Oui, c'est très important, l'invisibilité des rapports d'inégalité. Les riches sont invisibles, finalement. On ne voit pas leur mode de vie. Il est bien caché. Et si je suis capable de voir ça, c'est sans doute parce que moi je suis une transfuge. Je suis passée du monde ouvrier et petit commerçant à le monde enseignant, ce qui est autre chose déjà. Et c'est à cause de ça que je sens tout de suite des comportements différents. C'est qu'on est dans les deux classes à la fois. Vous dites également dans la vie extérieure, vous dites toujours cette sensation de fraude quand j'utilise un mot savant. Aujourd'hui, item. Qu'est-ce que ça veut dire item? Justement, je crois que je ne sais pas vraiment. Article peut-être, oui, quelque chose. Et voilà, et quelquefois il m'arrive d'employer un mot, je me dis, mais je le vole, je ne le connais pas vraiment, c'est pas ma langue. Ça m'arrive encore beaucoup, oui. Et ce qui donne la peur aussi. Comment est-ce que on se... Alors tout à l'heure je disais que vous n'étiez pas baigné de psychanalyse ou pas forcément dans ces logiques-là. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ce qui apparaît toujours finalement dans ce que vous écrivez comme une forme de complexe ou une manière de ne pas surmonter? Non, mais il n'y a pas à surmonter. Je crois que je n'ai même pas envie de surmonter. C'est ainsi. C'est-à-dire, tout mon premier monde appartient à, je veux dire, le monde de la nécessité, le monde pas vraiment du manque d'argent, mais du peu d'argent, de compter et de l'absence d'un langage différent. Ça reste une honte?
Non, absolument pas. Ce n'est pas du tout une honte. Mais je me demande si je n'avais pas écrit, peut-être que j'aurais peut-être encore de la honte. Peut-être. Mais le fait d'écrire sur cela, le fait de mettre au jour tout cela fait que je n'en ai strictement pas de Donc de publier aussi. Oui, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue, un écrivain, et vous le dites, doit être forcément engagé? Est-ce que vous devez faire de l'intervention? Je voudrais qu'on vous montre quelques images de ce qui a pu se passer pas très loin de chez nous, à 2 heures d'avion, donc à Sarajevo, notamment en 1994. Est-ce que pour vous, il y a cette obligation de dénoncer en permanence? Et comment dénoncer sans finalement crier dans le vide, tellement les chancelleries ne suivent pas? Il n'y a pas seulement la dénonciation qui est sûrement nécessaire, mais il y a aussi l'action. Il y a aussi l'action réelle sur le terrain. Et ça, c'est à chaque écrivain de savoir s'il a envie de faire cette action sur le terrain. Voilà, nous sommes à Sarajevo en 1992. En 1994, nous sommes en février. Et vous écrivez ceci: un obus de mortier est tombé aujourd'hui dimanche sur la place du marché principal de Sarajevo. 62 personnes sont mortes, il y a plus de 200 blessés. On ne peut pas faire le récit ou de description de cela, même sur le mode de l'indignation. La seule chose à faire serait que tous les gens de France et d'Europe se rassemblent sur les places et exigent des gouvernements la solution du conflit. Si on ne le fait pas, c'est que cette guerre et ces enfants morts sur le marché de Sarajevo sont pour nous moins importants que le loto, le film du soir à la télé, qu'ils ne sont qu'un bruit de fond tragique. La honte nous étreint tous, clament certains intellectuels. Ils se trompent. La réalité lointaine ne fait pas honte. J'en suis tout à fait persuadée. De ce que je viens d'écrire, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Est-ce que l'humain est forcément au cœur de tout votre travail? C'est pas à moi de le dire, je ne sais pas. C'est une question toujours, tout de même. Pour moi, la littérature n'a pas tellement de sens si elle ne touche pas, si c'est pas de l'humain. J'avoue que je ne pourrais pas écrire sur des paysages. Je ne pourrais pas écrire sur des paysages, sur des choses. Tableaux, oui. Non. Pour moi, écrire n'est pas la contemplation du monde. Écrire est une action. Et je ne sais pas quelle action j'ai en écrivant ça, sans doute aucune, mais c'est mieux de l'écrire que de ne pas l'écrire, je crois, quand même. 1er septembre, Diana est morte avec son amant dans un accident de voiture au pont de l'Alma dans la nuit de samedi à dimanche. Un peu plus loin, la mort de Diana ne nous demande rien d'autre que pleurer sur l'injustice du destin. Elle console. Celle des égorgés d'Algérie nous donne honte de ne rien faire. Toujours cette mise en balance. Oui. C'est ça, au fond. Notre problème, je crois. Enfin, mais la littérature apporte pas de solution, c'est ça son drame aussi. L'écriture ne... Mais tout de même, si elle peut conduire à une prise de conscience, je pense. J'ai une dernière question avant d'interroger Franck Ribot. Où en êtes-vous aujourd'hui de la manière dont vous analysez les rapports hommes-femmes dans la société? Il y a 2 images que j'aimerais montrer. Vous avez écrit à une époque Passion simple, donc c'était une revendication de la liberté, une revendication d'une passion absolument hors mariage ou hors institution, donc la revendication d'une liberté absolue. Et dans ce livre Passion simple, il y a 2 images du désir que vous juxtaposez, et je trouve que ces 2 images sont intéressantes. La première, c'est l'image du David de Michel-Ange, que vous voyez en Italie. Alors on va voir cette image, et vous juxtaposez à cette image le tableau de Courbet, qui est l'origine du monde. Et j'aimerais vous demander, aujourd'hui, quand on parle d'hommes-femmes, quand on voit que votre imaginaire fait référence à ces 2 œuvres d'art, comment est-ce que vous le vivez aujourd'hui? Et je pense quand même que l'origine du monde, de
de Courbet. Bon, pour moi, ça reste toujours un mystère. C'est l'alliance du titre et du tableau, le sexe, ce sexe sauvage qui n'a rien d'esthétique finalement quand on le regarde de cette façon-là, et ça s'appelle L'origine du monde. Et c'est absolument effarant. Ça veut dire que il y a là l'association du sexe de la femme avec la vie. Uniquement la vie. Puissance. Oui, une puissance et très certainement donc une espèce de, sans jeu de mots, de trou noir. Alors que, est-ce qu'on peut imaginer un sexe d'homme comme ça et on mettrait l'origine du monde? Non. Non, c'est toujours accolé à la femme. Et donc, il y a, je crois tout de même, c'est que le pouvoir de procréation de la femme reste toujours cette chose-là qui intrigue les hommes, qui fascine les hommes. Les féministes ont gagné tous les combats de la liberté et du non-enfant, non? Elles n'ont pas gagné. Moi, je vois toujours la domination masculine du monde. Partout. Partout. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est accablant même. Oui, mais on peut disparité salariale, la société met en place. Non, la politique, nous le voyons bien, est dominée par les hommes. Et puis toutes les structures importantes de la société, l'économie, il y a la littérature. C'est pour ça que le monde est mal géré. Non, la question, c'est que depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu l'inverse. De toute façon, on n'a jamais vu les femmes. L'histoire d'un matriarcat est un mythe. On le sait depuis longtemps. Mais en même temps, quand vous faites la comparaison entre ces deux œuvres d'art, le vrai pouvoir, il est dans ce trou noir, comme vous dites. Oui, il n'est pas dans ce pouvoir, parce qu'il n'est pas là le pouvoir, parce que justement les hommes ont toujours essayé de le pouvoir de la vie. Les hommes ont toujours essayé de se l'approprier, au moins de le réguler. Ben, ils l'ont réussi pendant très très longtemps tout de même. Très très longtemps. Et justement, toutes ces luttes pour l'avortement, c'était quand même à ce sujet-là. C'était à ce sujet-là. Franck Ribot, qu'est-ce que vous avez entendu d'Annie Ernaux, de ce qu'a dit Annie Ernaux? Eh bien, si on peut parler directement de la femme, par exemple, et de l'homme, les rapports entre hommes et femmes, moi je trouve dans beaucoup d'occasions, la femme n'est pas égale à l'homme, elle lui est supérieure. Notamment dans les événements tragiques, souvent elle supporte mieux les événements que l'homme. Je parle de manière générale, hein, bien sûr. Des fortes femmes et vice-versa. Et en ce qui concerne l'écriture, je crois que quelqu'un qui écrit est quelqu'un qui souffre et qui ne peut pas voir les autres souffrir non plus. Par contre, tous ceux qui souffrent n'écrivent pas, bien sûr. Ce qui fait que je considère que l'écrivain a un travail sociologique dans la mesure où les gens qui n'ont pas soit ce don, soit cette envie, soit cette qualité, puissent acheter des livres pour justement retrouver un peu d'eux-mêmes à l'intérieur de ceci. Vous connaissiez Annie Ernaux? Je connaissais, enfin j'avais gardé quelques petites coupures de presse. Bon, j'ai acheté récemment ses livres pour m'imprégner un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui se rapprochent de moi, notamment au niveau de l'être humain, bien sûr. Puisque c'est une de mes passions, la personne humaine en elle-même, avec toutes ses disparités, bien sûr, toutes ses défauts et toutes ses qualités, quoi. C'est forcément les deux? Forcément. Un monde où il n'y aurait que des gens qui seraient plein de pétris de qualité, ça serait certainement pas intéressant. Oui, mais c'est en même temps ce monde qu'on essaie de nous représenter dans le magazine Papier Glacé, quand même. Oui, bien sûr. Mais il y a un chemin entre le parfait et l'odieux, je veux dire. Donc il faut essayer de se rapprocher le plus possible du parfait, tout en sachant que ça ne sera sans doute jamais possible. Comment est-ce que vous regardez les écrivains? Est-ce que ce sont des gens qu'on ne peut pas toucher, ou est-ce que ce sont des... Souvent ça a été ça, c'est-à-dire que oui, ça a été ça. À quelques rencontres que j'ai faites dernièrement, ça m'a permis de voir que c'était des gens comme tout le monde, bien évidemment, si je puis dire. Mais quelque part, il y a tout de même quelque chose qui s'arrache d'eux et qui n'est pas du commun des mortels, je veux dire. Hein. Surtout quand les récits ont trait au charnel, aux choses comme ça, quoi. On va continuer cette conversation avec vous, Franck Ribot, dans une seconde. On va faire un intermède musical, comme à chaque fois dans l'émission. Je vous propose de découvrir Les Mouettes. Les Mouettes, ce sont 3 jeunes femmes qui se produisent au Sentier des Halles à Paris jusqu'à la mi-mars. Elles s'appellent Véronique, Céline, Sylvie. Avant de se rencontrer, elles ont travaillé séparément, notamment avec Jérôme Savary, avec Georges Lavelli ou encore Roger Planchon. Et finalement, elles ont décidé de créer un trio vocal a cappella. Ça s'appelle Les Mouettes.
mouettes. Elles explorent tous les registres, notamment la java, le swing ou encore la bossa nova. Et elles nous interprètent ce soir le feutre topé. Du 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 ps. Du 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 ps. Du du. Oh! C'est du dil dil dil. Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait un peu comme il est boulevard à Paris. Il suivait des inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire l'air ingénu. Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très imprudent, car il risquait de se faire écraser tout le temps. Il fuyait en s'excusant, tandis que les gens disaient en s'éloignant. Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait un peu comme il est boulevard à Paris. Il suivait une inconnue, lui parlait d'un air ému. En voici ce qu'on a retenu. Elle était très intéressée, se laissa très très vite inviter à prendre donc café frappé avec des pailles. Elle lui plaisait fortement, quand elle parlait, il n'osait pas faire un mouvement. Elle riait de son étonnement, elle se laissa courtiser car justement, elle aimait son feutre topé, son parler par onomatopée et aussi les cafés frappés avec des pailles. Elle était blonde platinée, elle était fortement parfumée et prenait un air détaché, un air canaille. Quand il lui disait « Chérie, vous êtes la femme de ma vie », agitant ces mots gentils. Plus tard, ils se sont mariés, cela fit un ménage sain qui se balade à pas combiner boulevard. Il faut les voir dans un café sur le comptoir, buvant frappé des cafés frappés avec des pailles. Elle s'appelle les Mouettes. Franck Ribaud, vous nous arrivez de la région nantaise. Oui. Vous êtes ouvrier boucher dans une grande surface. Et je voulais vous poser une première question en citant Annie Ernaux, un de ses romans, ça s'appelle La Place. Elle y évoque son père et elle écrit ceci. Ce qui le rendait violent, surtout, c'était de voir chez lui quelqu'un de la famille plongé dans un livre ou un journal. Il n'avait pas eu le temps d'apprendre à lire et à écrire, compter, il savait. Est-ce que cette évocation du père d'Annie Ernaux vous renvoie à quelque chose vous-même ? Elle renvoie à mon propre père, évidemment. Ouais. Mon propre père, qui lui aussi n'avait pas eu la chance de faire des études et qui a dû faire un transfert, puisqu'il ne m'a pas laissé la chance d'en faire, moi non plus. C'est-à-dire que chez vous, on pouvait ni lire, enfin, on pouvait pas lire, quoi. Le livre, c'était... Il n'y avait d'ailleurs pas de livre à la maison. Hein. Le livre était proscrit à la maison et même le journal était censuré. Censuré, c'était... C'est-à-dire que des fois, il en est le journal au travail pour pas qu'on le lise, quoi. Et donc, en fait, vous avez toujours fonctionné sur, je suppose, l'interdit. Toujours sur l'interdit. Vous avez tout fait en cachette. C'est ça. D'ailleurs, quand je descendais du car, il fallait que le cartable, quand j'arrive à la maison, soit vide. Donc, il fallait planquer livres et cahiers. Et puis voilà, alors donc pendant le primaire ça allait, mais en secondaire, je n'ai pas pu suivre quoi, après. Pourquoi cet interdit ? C'est parce que lui n'avait pas pu donc, Lui n'avait pas pu, alors contrairement à beaucoup de pères qui souhaitent que leurs enfants réussissent mieux qu'eux, socialement et tout au moins intellectuellement, quoi. Il y avait cet interdit qui était un fort malentendu, parce que j'ai jamais compris en fin de compte. Et vous écrivez aussi parfois, et si vous me permettez, je vais citer quelques-unes, parce qu'en même temps, c'est tout à fait paradoxal. Vous écrivez par exemple, son torse est un peu perdu dans l'étoffe écossaise d'une chemise dont les manches retroussées délivrent un nid de veines saillantes. Son pantalon de toile inonde ses jambes qui tremblent quand il pense à l'Indochine, des brodequins énormes. Alors, je pense que c'est nous, ces chevilles, oui, hein, dont l'une
suite à un accident, est pleine de vices. À cet instant, je suis subjugué par papa, je l'idolâtre. Et pourtant, ce papa est quelqu'un qui vous a complètement qui m'a empêché d'être passionné, finalement. Oui, mais j'ai aucune haine. J'ai pas, comme je vous dis, c'est plutôt un malentendu parce que j'ai jamais eu de haine pour lui quand j'étais enfant et j'ai jamais de haine maintenant puisqu'il n'est plus là. Et mon plus grand désir, c'est qu'il serait encore de ce monde, quoi, pour lui expliquer. Pour lui expliquer. Et en même temps, vous dites que non seulement les livres, mais aussi les crayons et les stylos étaient interdits à la maison. Oui. Et est-ce que l'interdit était justifié par le père ou est-ce que c'était comme ça Non, c'était comme ça. C'était tout petit, c'est le cas de le dire. J'avais le souvenir de ma grand-mère qui m'avait payé une trousse quand j'étais tout petit, j'avais 5-6 ans. Et puis je l'avais ramené en cachette le soir, et puis le lendemain, je l'avais ramené à l'école, et je la laissais à l'école continuellement. Déjà, à cet âge-là, j'aurais pu être pris violemment s'il s'en était aperçu, quoi. Et à l'école, ce qui doit arriver arrive, c'est-à-dire que vous êtes très bon en français, vous êtes très bon dans les rédactions. J'ai toujours été très bon en français. Est-ce que ça vient, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est ce pouvoir d'interdit qui a peut-être développé un peu mon sens de l'imagination, peut-être aussi. Mais c'est vrai que j'avais toujours eu des très bonnes notes en français. Comment s'est passé l'apprentissage de votre métier? C'est-à-dire que vous avez été forcé à apprendre un métier très jeune. C'est-à-dire que je suis rentré dans la vie active. D'abord, j'ai un peu sabordé ma scolarité puisque ça n'allait plus vers la fin. Je pense maths, je pense anglais, des choses comme ça qu'il faut quand même potasser à la maison, bon, évidemment. Et puis, donc je suis rentré en apprentissage à 16 ans, quoi. J'étais dans la région nord-est et je suis rentré dans une boucherie en ville, puisque déjà, à l'époque, il y avait un peu des artifications des campagnes, il y avait un peu des petits commerçants qui fermaient, donc il fallait un peu l'exode citadin, en quelque sorte. Et j'ai donc embrassé la carrière de boucher. Mon père avait été boucher dans son enfance aussi. C'est-à-dire qu'il faut bien dire qu'il avait été boucher très jeune, et après, il s'était engagé pour l'Indochine. On peut en parler une minute, c'est parce que je pense que tout vient de là. Je pense que l'Indochine, ce Vietnam français, que d'ailleurs les Français n'ont pas exorcisé comme ont pu faire les Américains, à part la 317e section de Pierre Chennefer, je crois que là, ça a été une cassure dans sa vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, puisqu'il n'en parlait jamais, mais ça lui est quelque chose de terrible. Et ça s'est reporté sur sa famille, sur ses enfants. D'abord, il est revenu physiquement très malade de là-bas, et puis mentalement, il est revenu aussi très atteint. Donc, qu'est-ce que vous aimiez lire en cachette? Quels étaient Bien, j'aimais bien lire tout ce qui est aventure, tout ce qui traite aussi à l'humain, mais j'aimais bien lire, par exemple, L'île aux trésors de Stevenson, j'aimais bien lire Alphonse Daudet, des choses comme ça. Pas forcément des fois des choses trop pointues, mais toutes choses qui ont trait aux êtres humains, mais aussi, un peu, différemment de Mme Arnaud, mais un petit peu les paysages. Je mets tout en osmose, c'est-à-dire que je mets toutes les sortes de gens, les paysages, les animaux. Je considère que le monde est un tout, quoi. Est-ce que vous étiez un canard noir dans votre école? Non, j'étais pas. Tout le monde était plutôt comme vous, c'est-à-dire très, très accro à la lecture Pas forcément, c'est-à-dire que j'étais différent des autres. C'est-à-dire que je n'étais pas. Par exemple, je faisais des textes pour les camarades souvent. Des fois, dans la classe, il y avait un tiers de la classe qui avait des textes de ma composition, qui étaient bien modestes d'ailleurs, mais quelquefois, ils arrivaient à avoir une meilleure note, parce que mon inspiration vis-à-vis d'eux était mieux venue que pour mon devoir à moi. Et ils vous dédommageaient? Alors oui, j'avais expliqué qu'il y en avait qui me donnaient 1 franc. C'était soit pour me payer un livre, soit pour me payer le ciné-club, parce que j'avais, comme dit Mme Arnaud, il y a des raisons sociales et j'avais jamais d'argent, donc ça ne me permettait. Mais je tiens à signaler que même ceux qui ne me payaient pas avaient un texte aussi. Je ne faisais pas ça par intérêt. Mais bon, si vous auriez pu, hein, bon. Oui, j'aurais pu en faire commerce, c'est sûr. Mais disons que eux, ça les fatiguait certainement moins de me donner 1 ou 2 francs que d'essayer de sortir quelques vers de leur tête, quoi. Parmi les auteurs que vous aimez, il y a Jean Rouault. Oui. Prix Goncourt 90. Oui, pour les chants d'honneur. Oui. Pour les chants d'honneur, donc lui aussi a beaucoup écrit sur ses parents, a beaucoup exploré. Et on va le retrouver quelques jours avant son Goncourt. Interrogé notamment par Monique Atlan. C'était dans un journal d'Antenne 2 à l'époque, le 14 novembre. Regardez.
Parlons-en pour l'anecdote. Jean Rouault, écrivain, est aussi vendeur de journaux dans un kiosque 3 fois par semaine. Pour vivre, donc pour écrire. Pour lui, les deux sont indissociables. C'est d'ailleurs sans doute ce qui fait l'incroyable force des Chants d'honneur. Ce premier roman, élaboré comme une stèle dressée en hommage à des morts qui vous touchent de près. Un père, une tante, un grand-père, tous morts sans jamais avoir oublié les ravages de la Grande Guerre. Et pour l'évoquer, il manie le détail jusqu'à l'obsession. Le divin détail dit Nabokov. Je crois que ça vient de ma myopie. Je suis très myope, je ne vois rien. Donc j'écris pour voir, littéralement. Quand je décris quelque chose, je le reconstitue, je le recrée. J'ai besoin d'en parler pour le voir, quoi. Ça veut dire que pour vous, la compréhension de la vie ne passe que par l'écriture ? Oui. À tel point que quand un paysage n'existe que lorsque je l'ai formulé. Franck Ribot, est-ce que la vie n'existe que par la lecture pour vous ? Non, elle peut exister aussi par le dialogue, par les échanges verbaux, par les conversations, par les rencontres aussi, bien sûr. Notamment, ce qui me plaît dans mon métier, c'est rencontrer les gens. Échanger des idées, parler avec eux et comment dirais-je, aller des fois à leur secours, bien modestement, mais les aider dans leur vie, quoi. Est-ce que vous ne vous êtes jamais senti écartelé entre ce métier que votre père vous impose au retour d'Indochine et ce besoin de lecture, ce besoin de découverte ? C'est-à-dire que les premières années, c'était une vraie chape de plomb, c'est-à-dire que j'ai complètement laissé tomber tout ce qui était écriture, puisque le métier nous accaparait pas mal, je parle de ça il y a 25 ans. C'était pas des journées de forcenés, mais c'était des journées longues. Et disons que j'avais fait un transfert sur justement les gens que je visitais, notamment quand j'étais en apprentissage, que je parcourais les rues de Nantes pour aller livrer ici un beefsteak, là 2 escalopes de veau, et un petit peu plus loin 3 côtes de porc, quoi. Je faisais des fois des kilomètres pour pas grand-chose. Mais c'est là que j'ai ressenti qu'il y avait déjà la solitude à cette époque-là, la solitude depuis toujours, des personnes qui me faisaient presque revenir exprès, rien que pour avoir une visite dans la matinée ou des choses comme ça. Et c'est là que j'ai appris la maladie, c'est là que j'ai appris la mort, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce que la solitude, est-ce que ces solitudes que vous rencontrez ou auxquelles vous êtes perméable, c'est parce que vous-même vous êtes dans une solitude absolue, totale? Oui, je pense que je suis forcément plus apte à recevoir ça. C'est peut-être parce que j'en ai beaucoup souffert. Je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas si attentifs. Ça dépend du parcours existentiel. Aujourd'hui, dans votre environnement, quand on écoute ce que vous dites et quand on entend votre curiosité ou votre empathie, enfin votre capacité à écouter les autres, comment est-ce que vous ressentez votre environnement? Comment est-ce que vous imaginez, enfin comment ça se passe dans vos relations de travail? C'est différent, c'est-à-dire que je suis différent, mes camarades me le disent bien, c'est pas du tout, je suis pas mieux qu'eux, je suis pas moins bien qu'eux, mais je suis différent, j'ai un autre discours, et eux, vis-à-vis de moi, ont une autre approche, forcément. C'est souvent, disons que c'est souvent pris sur le ton de la plaisanterie, hein, le fait que je sois... Vous êtes moqué? Moqué, non, enfin je suis chambré, quoi, disons, je suis chambré. Mais comme ils savent qu'ils peuvent me chambrer sans attirer mes foudres, puisque je suis très tolérant, et puis ça fait un moment que je suis chambré, hein, ça date pas que de là. À la chambre des métiers, c'était pareil à l'école, faut laisser lisser, quoi. Hein. Du moment qu'on peut se réserver un petit jardin secret, ça va. Alors, vous avez, quand on a préparé cette émission, vous avez aussi une vraie passion pour le métier que vous faites. C'est-à-dire que vous travaillez la viande, oui. et vous avez des approches très très différentes. Je voudrais citer Annie Ernaux, qui dit qu'elle est surprise parce qu'elle entend qu'un jour on demande au boucher un steak pour un homme. Et Annie Ernaux dit « Je dis cette chose-là telle que je l'ai entendue et telle qu'elle m'a frappée. Il y a plusieurs choses. D'une part, le lecteur peut voir qu'elle n'en achète pas pour elle. L'idée est très profonde. L'idée qu'il faut nourrir le travailleur. C'est une idée ancienne que j'ai connue. Acheter de la viande pour l'homme qui travaille. Mais la femme qui reste à la maison n'en mangeait pas et on n'en donnait pas autant aux enfants. C'est une sorte de nécessité qu'il y a là-dedans. Et il n'y a pas que ça. Le boucher dit, et avec ça, elle répond, c'est tout.
Et ce c'est tout est très difficile à prononcer pour client. C'est ce qui arrive presque toujours à la boucherie, on dit c'est tout, et on a l'impression qu'on n'en prend jamais assez. C'est tout un ordre économique qui est suggéré avec tout ça. Est-ce que, quand vous êtes à l'écoute des autres, est-ce que vous avez ce même type d'approche? Oui, bien sûr. Là, l'exemple de Mme Arnaud, bon, c'est peut-être des gens qui, à 25 ans, raisonnaient comme ça, mais il y a des dames qui ont 70 ans et qui sont avec leur mari, le mari est en retraite, mais qui prennent toujours leur beefsteak pour le mari, et elles en prennent pas ou elles en prennent moins. C'est des choses qu'elles ont gardées toute leur vie. Et que vous observez toujours aujourd'hui? Bien sûr. Quelles sont les autres choses que vous observez chez vos clients, chez ceux que vous servez? Ce qui me fait un peu rire quelquefois, c'est par exemple, la dame dit je vais prendre un rôti, mais il y a quand même pas mal d'enfants, comme pour dire les enfants, ils comptent presque pas. Alors bien sûr, au niveau quantité, les enfants mangent moins, mais ça me fait toujours un peu rire parce que on voit bien que vous parlez de la raison économique, mais c'est vrai que des fois les gens font très attention au prix, bien sûr, et le fait de dire qu'il y a des enfants, ça permet que le boucher apprécie la quantité de viande qu'il faut en fin de compte. C'est-à-dire qu'en général, on divise par 2 pour un enfant. Qu'est-ce que vous entendez d'autre? Qu'est-ce que vous voyez d'autre? On entend bien des choses. Pourquoi vous dites la solitude? Pourquoi est-ce que c'est la solitude qui vous marque beaucoup quand vous êtes dans l'échange avec des clients? Disons que on voit beaucoup de gens qui sont, avec ce qui se passe dans la vie plus qu'autrefois, il y a beaucoup de familles éclatées. Et c'est vrai que des fois, on voit des femmes avec des enfants toutes seules. On voit des gens qui sont veufs ou veuves, des deux côtés d'ailleurs, et qui se confient quelquefois. C'est un tel qui vient de perdre un proche, et c'est une dame qui a son enfant malade, c'est le mari qui me dit que sa femme a un cancer du sein, des choses comme ça. Des choses d'ailleurs que souvent certains de mes camarades ne savent pas parce qu'ils n'ont pas la même approche que moi. Ils savent certainement des choses que moi je ne sais pas, mais souvent au niveau intime, je connais des choses, d'ailleurs que ça m'est arrivé souvent que des filles du magasin me disent « Comment ça se fait que tu sais ça, toi, alors que nous, ça fait plus longtemps là qu'on est dans l'entreprise et on ne le sait pas ». C'est la lecture qui vous aide? La lecture, ça m'aide un peu, et c'est vrai que les quelques peu passages de publicité que j'ai eu, que ce soit dans le journal ou un petit peu à la télévision, ça aide aussi, et ça aide des fois les gens à s'approcher plus près de moi. Ça pourrait les éloigner, mais comme je suis très abordable, puisque le fait de paraître un petit peu de temps en temps, c'est pas du tout une question de narcissisme, c'est parce que faut bien y aller de temps en temps. Vous avez vu votre photo dans le journal, on parle de vous. Oui, mais ça, c'est comme dirait Colombo, c'est ma femme, parce que moi, je n'y tenais pas, et puis en fin de compte, elle dit, il n'y a pas de raison, elle dit... Et ma femme qui était très longtemps contre cette démarche littéraire, justement. Ah oui, donc vous êtes isolé à la fois dans votre métier et dans votre famille aussi, parce que... C'est-à-dire que mon épouse ne lit pas, ce qui n'est pas une tare, c'est son choix, elle a d'autres activités, mais elle n'est pas du tout littéraire. Et votre fils, vous avez un grand-fils? Mon fils lit, lui, oui. La lecture aujourd'hui dans votre vie, vous avez 43 ans, 44 ans. Oui, monsieur. Où est-ce qu'on la met? Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est un refuge? Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce qu'il y a un lieu chez vous où vous avez le droit de la lecture? Ah oui, bien sûr. J'ai toute une... Vous avez votre bureau? Oui, voilà, tout le bureau avec ma musique, lecture et puis écriture. Tout un coin. C'est un petit peu d'ailleurs la caverne d'Ali Baba, mais moi je m'y retrouve. Mais c'est vrai que quelquefois, ça nécessiterait bien du rangement, mais bon. Alors, on va revenir sur la lecture dans une seconde. Je voudrais qu'on s'arrête un moment sur le fait que longtemps la viande, donc qui est cet objet, cette matière que vous pétirissez, que vous travaillez, que vous découpez, a longtemps été utilisée par les artistes pour dire autre chose, pour se battre contre le réalisme, etc. Alors je voudrais vous citer, vous montrer la boucherie vue par les artistes, et je voulais savoir si vous aviez déjà réfléchi à ça. Je voudrais par exemple vous citer Francis Bacon qui dit « J'ai toujours été très touché par les images relatives au battoir et à la viande, et pour moi elles sont liées étroitement à tout ce qu'est la crucifixion, par exemple. » Ou encore Gilles Deleuze qui, dans la logique de la sensation, dit « La viande n'est pas une chair morte, elle a gardé toutes les souffrances et pris sur toi toutes les couleurs de la chair. » Et puis dans les tableaux que j'aimerais vous montrer, il y a en 1640 le bœuf écorché de Rembrandt, par exemple. Voilà le bœuf écorché de Rembrandt. En 1946, il y a Painting de Bacon qui là aussi utilise la boucherie et pour cette idée de la crucifixion. On le voit bien sur cette image. Et puis dernièrement, ce qui a fait scandale à Londres en 1998, il y a eu une exposition d'un monsieur qui s'appelle Damien Hirst et qui lui s'est amusé à découper en tranches des vaches, les mettre dans le formol
Et bon, on va voir deux de ces... voilà la vache qui est découpée en tranches et qui est conservée dans le formol. Et puis, il y a également un cochon à qui on découpe la tête. Est-ce que vous êtes sensible à ça? Est-ce que vous avez un rapport charnel avec la matière avec la chair? Oui, c'est-à-dire que la viande en elle-même, c'est une matière flasque et puis froide, forcément. Oui. Mais ne serait-ce que vis-à-vis de son prix économique, je trouve qu'elle a droit au respect. Et que justement, la gaspiller, comme je dis des fois à mes camarades qui rigolent, c'est faire un peu affront aux peuplades affamées, c'est-à-dire aux gens qui ont faim et qui peuvent évidemment pas s'en payer à chaque instant. Donc, bien la travailler, bien l'arranger, c'est une forme de respect pour soi, une forme de respect pour la nourriture que l'on travaille, une forme de respect pour les gens à qui on va la vendre. Est-ce qu'il y a un plaisir à la toucher? Est-ce qu'il y a un plaisir à la travailler, Il y a quelque chose de charnel. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui passe. Est-ce que c'est un rapport avec le sang? Est-ce que c'est un rapport avec la mort? Est-ce que c'est un rapport avec le sexe? C'est vrai, quelquefois, il y a des similitudes, parce que c'est vrai que, encore une fois, même inerte, c'est quelque chose de vivant. C'est flasque, c'est pas quelque chose de stoïque, en quelque sorte. Ouais. Un autre écrivain, Lina Reyes, a eu l'occasion de le dire aussi et d'évoquer ce que vous êtes en train d'évoquer. Est-ce que vous avez trouvé là aussi des similitudes avec ce que vous avez lu? Au niveau de... au niveau de ces rapports physiques, charnels quasiment. Oui, c'est-à-dire que justement, on ne va pas comparer la viande à une femme tout de même, ouais. Mais c'est vrai que quelque part, il y a un prolongement dans le cursus en quelque sorte. Ne pas prendre ça pour de la vulgaire barbaque. Moi, je ne pourrais pas faire des choses comme on a vu tout à l'heure sur certaines... Il y a déjà assez de soucis au niveau alimentaire en ce moment et je trouve qu'il faut essayer de se démarquer de tout ça, quoi. Donc d'abord le respect. Le respect et puis rassurer, quoi. Dans votre univers, on continue un peu votre portrait et on continue d'aller à votre rencontre. Il y a aussi un homme qui n'est pas un héros mais qui pour vous compte. Cet homme, c'est lui. Bernard Kouchner est là lui aussi. Secrétaire d'État à l'action humanitaire, il est venu étudier la façon dont la France pourrait, elle aussi, contribuer à soulager la famine au Sud-Soudan. Mais après-midi, il revenait de plein pied dans l'aide humanitaire pour mettre la main au déchargement de quelques 4000 tonnes de riz envoyées au mois d'octobre par les écoliers français. Ils savent que tout le circuit est passé par l'éducation nationale, par la Poste, par tous ceux qui nous ont aidés, et que chaque fois c'était un enfant parmi les 13 millions de Français. Et je crois qu'ils ont senti peser cette détermination en faveur de la paix. Je parle des gens qui veulent que la sécurité soit ici rétablie, que les femmes et les enfants puissent aller au marché ou à l'école sans être menacés. Pour ça, avant que se rétablisse la tolérance, il me faut des policiers. Et je sais qu'il y a des policiers volontaires, en France en particulier. Et je ne comprends pas pourquoi, alors que les gendarmes français font un tel splendide travail, je n'ai pas de policiers français alors que j'en reçois de partout. Je pense que c'est une erreur et qu'il faut la rétablir. Je sais la France assez généreuse pour le faire très vite, pas trop tard. Franck Ribaud, que vous dit Bernard Kouchner? Eh bien là, c'est, comment dirais-je, c'est des actions tout à fait dans le temps récentes, je veux dire. Oui, on a de très belles choses. Soudan 88, Somalie 92, un peu spectaculaire, oui. Et Pristina Kosovo oui, aujourd'hui. Qui ont été des fois accueillis avec plus ou moins d'accueil chaleureux de la part du public. Mais ce que je veux dire, c'est que Bernard Kouchner, c'est quand même un pionnier. C'est lui qui a créé Médecins sans frontières avec 2 ou 3 autres personnes, M. Emmanueli, je crois. Et puis, donc là, comme disait Mme Arnaud, quelquefois, il faut que les gens aillent sur le terrain. Bon, ben là, M. Kouchner a été sur le terrain, il s'est engagé. C'est la dimension, enfin c'est le prolongement de ce que vous dites dans les. Vous êtes à l'écoute des gens, et pour vous c'est. De toute façon, quand on s'engage, quand on s'expose, comment dirais-je, on s'expose précisément à la critique. Hein. Celui qui ne fait rien, il ne risque rien. Hein. C'est Jacques Brel qui disait il n'y a rien plus terrible que l'immobilisme. C'est vrai quelque part. Est-ce que vous êtes déjà allé plus loin quand vous sentez de la solitude chez les gens que vous servez, avec lesquels vous entretenez une relation commerciale? Est-ce que vous allez parfois au-delà de cette relation? Ça m'est arrivé d'aller les voir à l'hôpital, par exemple. Ça fait beaucoup rire aussi.
Mais bon. Pourquoi ça fait beaucoup rire? Parce que, après tout, c'est pas ma famille, je veux dire. Hein. Puis bon, c'est vrai que si je me paye tous les clients à l'hôpital, je vais passer ma vie là-bas, quoi. Mais ça m'est arrivé d'aller voir 2-3 personnes qui étaient souffrantes. Et puis la mort de quelqu'un me touche, je veux dire. Bon, bah, pour tout le monde, mais je veux dire, bon, quelqu'un qui part, c'est quand même quelque chose. On va terminer avec la littérature et l'écriture. Et l'acte d'écrire, qu'est-ce que ça procure? Et je vous propose d'écouter Jean Giono qui répond sur écrire, est-ce difficile? Regardez. Écrire, c'est pour vous une souffrance ou un plaisir? C'est le plus grand plaisir de ma vie. La même question m'a été posée à 30 ans de distance par une visiteuse hier, une dame qui est venue me voir, qui est une dame peintre et qui avait ce petit travers romantique de prétendre que l'artiste créateur devait créer dans la souffrance, dans les tortures, enfin. J'ai été peut-être un peu vif pour lui répondre que ça n'était pas vrai, que tout ça était un malentendu terrible et qu'en réalité, il n'y avait pas beaucoup plus d'importance à écrire un poème, un roman ou une pièce de théâtre qu'à un cordonnier de faire un soulier ou un menuisier de faire une table. Alors pourquoi le menuisier, pourquoi le cordonnier n'accoucherait pas d'un soulier ou d'une table dans la douleur et dans la souffrance? Non, moi je lui ai dit carrément que si j'étais obligé de faire un travail qui me fasse souffrir constamment, j'en ferais certainement un autre. Au contraire, c'est la plus grande joie, mon plus grand plaisir. Alors, est-ce que le boucher que vous êtes souffre? Ou est-ce qu'il est dans le plaisir? Là, j'essaie de concilier les deux. Il faut bien souffrir quelquefois, mais ce que dit M. Giono, c'est tout à fait respectable. Hein. Puis, vous voyez, coïncidence, en venant en train, j'ai relu Regain, qui est un des plus beaux livres que j'ai lu de ma vie. Et c'est vrai que c'est magnifique. On n'a pas l'impression qu'il a dû souffrir pour l'écrire, mais c'est absolument un livre pas du tout tortueux, mais c'est un livre fantastique, quoi. La tentation pour vous d'écrire, ça existe? Ah bah oui, bien sûr. Moi, j'ai des centaines de pages à la maison. Mais bon, c'est qu'un premier geste, c'est comment dirais-je, c'est un acte de spontanéité. Et puis c'est la fulgurance, mais il n'y a pas de travail de fait, quoi. Comme à l'école, il n'y avait jamais de travail, je veux dire, ça venait comme ça. C'est de la douleur ou C'est souvent de la douleur, oui. C'est à la fois ça fait du bien et ça fait du mal. C'est ce que j'avais dit à M. Jean Roux, d'ailleurs, c'est-à-dire que quelque part, ça nous fait du bien, mais c'est un travail solitaire au service des autres, hein, parce que quelqu'un qui écrit veut être lu, pas forcément pour une histoire de gloire ou de fortune, mais quelqu'un qui écrit dans son coin et laisse dans son coin, ça n'existe pas, je crois pas. Est-ce que vous avez peur du regard de l'autre le jour où on vous lira? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il faut tout accepter. Et puis ça dépend du contenu de ce qu'on écrit. Hein. Et comme vous disiez tout à l'heure avec Anna Mernaud, c'est vrai que des fois, les choses qui déchirent l'écrivain déchirent le lecteur aussi, pour peu qu'il y ait des choses communes qui leur soient propres, précisément. Annie Ernaux, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Franck Ribot? J'ai entendu vraiment beaucoup de choses. D'abord, c'est sur le rapport que vous exprimez très bien dans la lecture. C'est effectivement, vous dites, ce qui a déchiré l'écrivain, ça déchire le lecteur. Ça peut être aussi le bonheur, d'ailleurs, le bonheur qu'il a traversé. Et je crois que ça, c'est essentiel quand on lit. Mais j'ai aussi été très, très frappée, c'est dans la façon dont vous parlez de votre métier, qui est le commerçant. C'est pas un métier comme un autre. Je peux en parler puisque je suis fille de commerçant. Et il y a justement une connaissance spontanée des autres. Et il y a, c'est toutes les vies. On est au cœur de toutes les vies. Et c'est déjà, d'une certaine façon, par un biais, la littérature. On entre dans la vie des autres d'une certaine façon, je crois, et ça, c'est ça que vous avez ce besoin. Et ce qui est formidable, c'est que les gens le sentent et ils vous parlent. Ils vous parlent plus que parce qu'ils savent que vous aimez que la littérature, que vous écrivez, et que vous avez été aussi à la télévision. Vous êtes donc il y a quelque chose qui fait que les gens vont vers vous. Et je crois que c'est dû à ça, ce partage-là que vous avez avec les gens. C'est ce que je dis, apporter un petit peu de tendresse avec la tendreté du beefsteak, ça fait pas de mal, je veux dire. Des fois, ça passe mieux d'ailleurs. C'est joli. Ouais, non, mais je veux dire ça, parce que des fois, les gens me demandent un beefsteak de la tendresse, mais la tendresse, c'est un sentiment, ça ne se mange pas, bien sûr. Oui, c'est le mot qu'on disait toujours. Oui, oui. Hein, mais la tendresse, c'est pas français. Bon, un commerçant qui est sympa et qui est attentif aux autres, ça ne veut pas dire qu'il fera fortune, mais s'il n'est pas attentif aux autres et qu'il est exécrable, il ne réussira certainement pas.
pas. Mais absolument. Et vous, Madame Arnaud, ça devait être encore pire au niveau de vos parents, puisqu'il y avait un café, je crois. Café-épicerie. Et le café, alors là, c'est le révélateur de tous les mots. C'est qu'à le dire MAUX et MOTS, hein, bien sûr. Oui, Parce que des deux, vous avez tout à fait absolument raison. un exutoire formidable. Mais j'ai toujours pensé que ça avait entré pour beaucoup dans le fait que j'écrive, d'être fille de commerçant. C'était très important. Très important. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. Il paraît qu'il y a beaucoup d'enfants de commerçants qui... Oui, Jean Roux, sa mère. Oui, Jean Roux également, oui. Ouais. Oui. Bah, c'est vrai qu'on voit défiler innombrable de gens et de toutes conditions, en quelque sorte. Des gens, quelquefois, qui vont venir et qui n'achèteront rien. Ça dépend du magasin, mais je veux dire... Et vous parlez de la viande, vous en parlez comme, je crois, on parle quand on fait quelque chose, quand on travaille sur quelque chose, c'est-à-dire, ça n'est jamais sur un plan esthétique. On travaille, moi j'ai l'impression de travailler une matière quand j'écris, et je n'ai pas l'impression de me placer sur le plan esthétique. Et vous, quand vous travaillez la viande, vous la rendez consommable pour les gens, c'est d'abord cela qui compte. L'aspect esthétique, c'est autre chose, je crois. Réflexion... Oui, tout à fait. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Bah, de toute façon, c'est pas avec de la beauté qu'on cache les choses. Hein, je veux dire, bon, c'est sûr que il faut déjà la salubrité du produit et la santé des gens. Déjà. Un bon coup de battoir. Ouais. Oui, ça, c'est un exutoire des fois. On reste ensemble. On va passer à la deuxième partie de cette émission, l'actualité culturelle. On va parler du Festival Cinéma du Réel. On va parler également du récit de Jean Rollin, Campagne. Éteignez vos portables, c'est tout de suite. Musique pour commencer avec Napata Mero. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais vous allez voir, il y a du tempérament et de l'enthousiasme chez cette jeune femme, c'est dur à dire. À 20 ans, elle avait formé à Chicago, dont elle est originaire, un premier trio. Aujourd'hui, elle est accompagnée du chanteur de blues texan, un virtuose de la guitare, vous allez voir, il s'appelle Youpi Wilson, et ils sont réunis pour un événement un peu particulier au Maxwell Café, qui a toujours une très belle affiche, et ils sont en concert au Maxwell Café jusqu'au 11 mars, le Maxwell Café qui fête son 5e anniversaire. Ils interprètent ce soir Stormy Monday. Tuesday's just as bad. Call it stormy Monday. Tuesday is bad. You know Wednesday's worse. Thursday's all so sad. Well, the eagle flies on Friday. Saturday I play. Saturday, UP and I play.
Sunday I go to church, kneel on my knees, I pray. I pray, Lord, Lord, have mercy on my head. I pray, Lord, Lord, have mercy on me. I lost my baby, won't you please send him home to me? Listen, baby ain't no junkie, but he taught me how to ride. Yeah, and my baby ain't no junkie, but he taught me how to ride. He sing a party, hit it in the middle, sweetheart, and move it side to side. Hey, listen, 1 and 1 is 2, 2 and 2 is 4. Don't you come here knocking at my door. They call that stormy Tuesday's bad. You know Wednesday is worse, Thursday's sad. I say, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. I lost my baby. Won't you send him home to me? Yeah, Napata Mero et Youpi Wilson, ils sont au Maxwell Café. On va parler dans cette partie actualité culturelle avec Jacques-Pierre Hamette de Campagne. C'est un récit de Jean Rollin. Et on va parler du cinéma du réel, autrement dit le 22e Festival international de films ethnographiques et sociologiques, films au pluriel, ethnographiques, sociologiques au singulier, avec Suzette Glénadel. En fait, cinéma du réel, 22e édition, qui a retrouvé cette année le centre Georges Pompidou. Jacques-Pierre Hamette, on parle de... Où est-il ce livre? Ah, le voilà. Campagne. De Campagne au pluriel, Jean Rollin. Oui. Déjà dans le titre campagne pour parler de la guerre, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est déjà une indication. Ça fait un peu penser à Campagne d'Italie, à des choses comme ça. Or, c'est à peu près le sujet du livre, c'est que Jean Rollin a séjourné plusieurs fois dans ce qu'on peut appeler l'ex-Yougoslavie. Il est allé du côté croate, il est allé en Bosnie-Herzégovine, il est allé voir les minorités musulmanes, mais avec beaucoup de, j'allais dire, de distance par rapport à ce qu'est tout à fait journalisme officiel. Il y est allé, j'allais dire, presque en piéton. Et il y est resté très longtemps. Entre 92 et 96, il y est allé 4 fois. À chaque fois, il est resté plusieurs mois. Et il en est sorti un livre qui serait presque un carnet de notes, un carnet de voyage, un carnet de guerre, dont le ton n'est pas du tout celui qu'on peut attendre. C'est-à-dire que quand on parle évidemment de la tragédie yougoslave, il y a un fléchage historique des choses. On voit des minorités qui s'affrontent. Et quand on lit le récit de Rollin, on voit un homme qui passe ses étés au bord des rivières, avec des jeunes filles qui se baignent, des enfants qui pêchent, et quelques miliciens comme ça qui ont simplement des armes à côté d'eux, qui boivent de la Slivovic et qui discutent. Le problème, c'est que Jean Rollin les soupçonne d'avoir sans doute torturé quelqu'un dans l'arrière-cuisine de l'auberge, et que c'est cette distorsion et c'est ce décalage qu'il le saisit tout le temps, parce que la guerre, c'est à la fois l'été, le soleil, et la guerre civile, c'est aussi une distorsion du temps. C'est-à-dire que la peur n'est jamais là où on l'attend. Par exemple, il dit « Je suis habitué à voir des cadavres, mais c'est pas là que j'ai peur, c'est quand je suis sur une route vide et que je vois d'un seul coup une femme, une paysanne, qui a pris sa ceinture et qui s'est pendue à un arbre, toute seule, sans que personne... Et donc, j'allais dire qu'il enlève les énormes clichés et le spectacle et tout le médiatisme de la guerre pour simplement revenir à une chose très simple, qui est une conscience humaine qui se promène dans ces temps de guerre civile qui sont toujours des mélanges affreux de repos, de temps mort, et puis d'un seul coup, le drame arrive. Il décrit très bien ça dans une toute petite scène. C'est un soir,
le moment où il a sans doute eu le plus peur de tous ces séjours. Il est dans une pension de famille, dans un petit village, et simplement quelques miliciens viennent vous demander vos papiers, avec une sorte de sourire où on sait que dans la minute qui suit, on va peut-être tous être morts. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Est-ce que, comment dirais-je, il y avait une logique à ce que Rollin, venu de l'extrême gauche, aille là-bas et trouve une espèce de, sinon de calme, du moins une distance incroyable et un dépit presque? C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment que dans les années 70, il a une action militante de l'ultra-gauche très engagée. Oui, absolument. Et que 20 ans plus tard, cet homme veut simplement comprendre quelque chose de la réalité qui ne nous est pas donné ni par les grands médias, ni par une réflexion, j'allais dire, de salon. Et que c'est quelqu'un qui toujours a montré beaucoup de courage parce qu'il était allé vraiment dans des endroits, mais sans voyeurisme, en essayant simplement d'être une simple conscience qui laisse venir à lui très tranquillement les faits du réel comme ça. Et il me fait beaucoup penser à cette idée que Apollinaire avait de la guerre. C'est-à-dire que quand quelqu'un y est plongé pendant des longs mois, la guerre n'est plus ce qu'on appelle la tragédie au sens lourd. Elle est quelque chose qui aussi vous fait rêver. Elle est quelque chose qui vous glisse dans une autre durée intérieure, dans un autre temps d'existence qui vous fascine. Et vous demanderez souvent à des gens qui ont fait de leur carrière de reportage de guerre, qui ont vécu très longtemps dans des conflits, ils ont beaucoup de mal à se réhabituer à la vie civile parce qu'ils sont plongés dans une durée intérieure. Dans votre critique du Point, vous dites qu'il sait admirablement parler du mélange qui fait l'horreur, et vous concluez, enfin, non, du moins vous dites, Foin des espérances, voilà la lucidité. Oui, et puis il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans son livre, c'est qu'il raconte aussi l'érotisme de la guerre. Il y a tout le temps des jeunes filles en fleurs. Il dit, j'ai vu les femmes les plus superbes. Des jeunes filles en fleurs ou des pétasses aussi. Ou parfois. Mais je veux dire, il montre aussi comment se circule le désir entre les minorités, entre les gens qui sont en train de faire la guerre et ceux qui ne la font pas. Tout ça est quand même d'une grande finesse. Annie Ernaux, Jean Rollin? Oui, j'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment. Vous l'avez lu? Ah oui, oui, je l'ai lu. Et justement, c'est cette conscience qui se promène effectivement au milieu sans dramatiser. Et on sent justement ce temps qui s'écoule. Ça devrait être l'horreur et ça ne l'est pas. Et ça m'a beaucoup frappé. Les images qui l'écriture aussi. L'écriture, bon, je vais dire que alors là, il est quand même un fils de Nimier. Il a eu le prix Nimier un jour, mais vraiment il le mérite. Parce qu'il a cette espèce de virtuosité dans l'ironie. Moi j'aime beaucoup ça. Et il dit, une des images qui m'a le plus frappé, un jour, dans un village où ça pétait très fort, c'était de voir une petite vieille qui portait un énorme nounours vers la campagne. À qui le portait-elle? Est-ce que c'était l'ours de sa petite fille ou quoi? Mais il a le don de ces images-là, comme Apollinaire. Moi, je trouve qu'il est aussi proche d'Apollinaire. Cinéma du réel, Suzette Glénadel, vous êtes la déléguée générale de cette manifestation, 22e édition. Vous êtes quelqu'un qui a une particularité, puisque vous êtes quelqu'un qui voit 800 films par an. Alors, on est dans un cinéma du réel, donc on est dans une volonté de documentaire, on est dans une volonté de cinéma aussi, donc une volonté de distance par rapport à un reportage à la télévision. Oui, et on n'est pas très loin d'ailleurs de tout ce qui a été la conversation de ce soir. Les récits d'Annie Ernaux sont presque des documentaires. La vie que racontait notre ami Boucher pourrait être effectivement un documentaire. Donc cinéma du réel, c'est en effet tout ce qui touche à la réalité, avec une approche plus profonde, plus approfondie de ce réel qui est, à la différence du reportage qui nous est donné dans la formation télévisée. Quels sont les axes cette année de la sélection que vous avez retenue pour ce festival? Alors les axes, la structure du festival est à peu près la même, donc on en est, vous avez dit, à la 22e édition. Ça s'appelle, comme vous avez dit, avec ce sous-titre de films ethnographiques et sociologiques, c'est-à-dire que ce sont effectivement des films à caractère sociologique. Donc il y a une compétition internationale avec 30 films en provenance d'une vingtaine de pays
qui est un petit peu donc Annie Ernaux, membre du jury. Annie Ernaux donc verra les 30 films bientôt, dans quelques jours. 30 films donc qui représentent un petit peu la production et je dirais l'état du monde. Et ensuite une compétition française, aussi production récente, et qui est un regard de ce que font les documentaristes en France cette année. Et chaque année en parallèle, nous traitons de filmographie d'un pays. Et cette année, nous avons choisi donc un peu parce qu'il y avait deux raisons, c'est-à-dire il y avait ce retour au Centre Pompidou qui se voulait un petit peu une fête de retrouver la maison mère, et l'an 2000 dont nous avions choisi comme thème, un peu comme un symbole, l'amour. Donc il y aura une programmation d'une trentaine de films d'amour ou sur l'amour ou en tout cas parlant d'amour. Avec notre ami Mitterrand. Avec Lettre d'amour en Somalie, qui est, je crois, quand même un des films cultes sur... On va regarder un extrait d'un document que vous allez diffuser qui s'appelle « On continue la famille Schütze » de Wolfgang Ettlich. Alors, un mot de cette famille Schütze, c'est une famille qui est de l'autre côté du rideau de fer. Alors c'est une très jolie histoire, très jolie histoire, parce que c'est vrai que le documentaire souvent est plutôt souffrant ou triste. Ce film-là est presque une comédie. Il faut dire que le réalisateur connaît bien les personnages, la famille Schütze en question, donc originaire d'une petite ville de RDA, et qu'il a filmé depuis la chute du mur, c'est-à-dire depuis 89. Il est allé périodiquement filmer cette famille, et on voit à travers ces 10 ans, puisque c'est filmé de 89 à 99, l'évolution à travers l'histoire personnelle de cette famille qui s'est transformée de petits commerçants qu'ils étaient en RDA. C'est du style le mur est tombé, on va faire fortune, et ça se passe absolument pas comme ça. Absolument pas, parce que, mais en même temps on est admiratif parce que ce monsieur est un entrepreneur forcené, sauf qu'il voit trop grand et qu'à la fin, puis qu'il n'a pas appris l'économie de marché. Entre le prix de revient et le prix de vente. Extrait. On regarde un extrait donc. Début 1990, les Schütze sont allés pour la première fois à l'Ouest, à Munich. Ils voulaient nous rendre visite et en profiter pour s'informer aux Halles sur le commerce des fruits et légumes à l'Ouest. Ne touche à rien, Sandra. On ne fait pas ça ici. Ce sont des concombres incroyables. Des artichauts, on n'en a encore jamais vu. Du céleri en branche. Qu'est-ce que c'est que ça? Quels sont ces fruits? Connais pas. On en fait de la compote, il y a un noyau dedans. On le coupe en deux, on enlève le noyau. Regardez voir. Coupez-le comme ça. Il y a un gros noyau à l'intérieur. Enlevez-le et prenez une cuillère. On peut le manger cru? Ou faut-il le faire cuire? On en fait de la compote. Suzanne Glénadel, est-ce qu'aujourd'hui il y a une nouvelle génération de documentaristes? Alors, il y a de toute façon une continuité. Je veux dire que la production documentaire est importante, plus importante que jamais, parce qu'il y a énormément de chaînes thématiques, donc les productions augmentent chaque jour. Mais il y a évidemment énormément de réalisateurs, de films de reportage. Et il y a quand même des gens qui continuent à essayer de faire du cinéma documentaire. C'est beaucoup plus difficile. C'est une production qui demande du temps. Là, on a vu, c'est sur 10 ans. Aujourd'hui, malheureusement, les conditions de la télévision ne permettent pas de pouvoir tourner même un an pendant... Productivité. Absolument. Le cinéma du réel, vous nous rappelez les dates? Du 10 au 19 mars. Dans les 3 salles du centre Georges Pompidou à partir de 11h30 tous les jours. Franck Ribot, est-ce que le cinéma, le documentaire, est-ce que ce sont des choses qui vous... Oui, j'aime bien. Vous avez le temps? Vous avez le temps? Oui, je vais pas beaucoup au cinéma, mais j'aime bien regarder le cinéma à la télévision, bien sûr. Quel est le dernier film qui vous est parlé? Le dernier film, j'ai vu Manon des Sources et Jean de Fleurette, et moi je fonds à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai vu autrement dernièrement? Oui, sur la 5, il y a les cycles sur la 5 qui sont bien. Oui, j'ai vu Thérèse Raquin tirée de Zola avec Ralph Wallon.
Ralph, j'aurais d'ailleurs pu me prénommer ce nom-là, puisque c'est l'acteur en vogue quand je suis né. Et heureusement, ma tante a décidé que ce serait Franck. Et avec Simone Signoret, et puis donc avec Jacques Duby aussi, là, qui se débarrasse de Jacques Duby, le mari encombrant, quoi. Alors ça aurait fait Ralph Ribaud. Oui, voilà, c'est ça. Mais enfin, j'ai connu plus de chiens qui s'appelaient Ralph que d'êtres humains. Dernièrement, je veux dire. Merci, merci à tous, merci mesdames, merci messieurs. Quelques conseils pour terminer ce démo de minuit. Jacques-Pierre Amette, vous ressortez dans la collection Point Jeunesse dans une ville normande. Jeunesse dans une ville normande, tout le monde connaît autour de cette table. Collection de poche, Alberto Manguel, une histoire de la lecture, publiée en édition de poche, avec par exemple ceci: la plupart des lecteurs, alors comme aujourd'hui, ont connu un jour l'humiliation de s'entendre affirmer que leur occupation est répréhensible. Je me souviens qu'on a ri de moi pendant une récréation à l'école primaire parce que je restais à l'intérieur pour lire et que cela s'est terminé avec moi à plein ventre par terre, mes lunettes envoyées dans un coin d'un coup de pied, mon livre dans un autre. Vous avez connu ça, l'un et l'autre. Je voulais aussi vous signaler chez Le Polygraphe éditeur, Les gens d'Aubergenville, Daniel Ménard pour les textes photos d'Alain Le Breton, photos et textes qui nous montrent comment évolue la structure, ou les structures familiales et les structures de vie dans cette petite ville qui s'appelle Aubergenville. On nous dit par exemple, toute jeune, Marcel Jabovitch habitait la région de Clermont-Ferrand. Elle a rencontré son mari à la Bourboule, puis tous deux sont montés à Paris avec leurs 4 enfants. Par un ami qui travaillait chez Renault, ils sont arrivés à Elisabethville et ont abandonné la restauration. Heureusement, s'exclame Madame Jacobic, étant balance, je faisais confiance et crédit à tout le monde. Vraiment, je n'étais pas faite pour le commerce. On parle toujours de la même chose. Ça s'appelle Les gens d'Aubergenville. Et puis, on va terminer sur une double note musicale. Je voulais vous signaler la sortie chez Verve de Smooth Operator de Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge est cette chanteuse, cinéaste, actrice américaine qui a vécu dans les années 50, qui est morte en 1965, qui s'est suicidée. Elle a été sans doute l'une des plus belles actrices noires, dit la critique, de l'histoire du cinéma. Porgy and Bess, Carmen Jones, et puis quelques vacheries que lui ont fait les hommes, puisqu'elle aurait pu épouser Peter Lawford. Il a préféré partir plutôt que de voir un scandale à épouser une noire. Et puis Otto Preminger aussi, qui l'a fait avorter par peur du scandale. Otto Preminger qui a tourné avec elle Carmen Jones. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec Richard Bonnat, qui interprète ce soir Te Miseya. C'est un extrait de son album Scene from My Life. Il est originaire du Cameroun et il a vécu quelques années à Paris avant de s'installer à New York. On dit de lui que c'est un bassiste surdoué. Regardez. Mambo, malongueiro. Menona meri, numumi, altitipe mami, umbusama, mimimbudu, odibanamo, banaba, de batu, tiki, nongalete, wadu. Dindi ba dum di ti ti pe ba nyo la yetena na lo jango ma wambukie mambo mangi ya luba de me pon lambo ama patana ngoso balong makon e kumbulane sakai iwoni ganjanu mende jene dalongisimo bango manjo mukolo e mabuka bang sawari walambo wa mbe ya mitango mboma ne bola di pama bamalona myango na nyeke bambambe go bedi mo basengi mi gauna
mwindi mwaku mwinderi imba kanjanu mende jene la longesio mango manjo mudiri mumabukamba na 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 المسكينة اللي سقطت من العار وصلت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصلت يابسة يابسة وحزينة